Jonathan Penneau, co-chef du Parti vert. Pourquoi la politique? On a du monde à la rue, on a des métros qui sont remplis de gens sans toit, on a des gens qui font face à des crises personnelles. Il y a une vraie souffrance sociale au Canada. Il y a une raison pour ça. C'est le désinvestissement de ces gens-là parce qu'ils sont plus intéressés à aider les grosses entreprises qu'à travailler pour le vrai. On passe le blâme sur les immigrants plutôt que de le passer sur les mêmes deux partis qui ont pris toutes ces mauvaises décisions et qui nous ramassent dans la situation dans laquelle on est. Alors, c'est pour ça que vous vous êtes lancé. Au Parti vert. Au Canada, pour moi, le rôle du Parti vert, pendant longtemps, ça a été justement d'être le chien de garde du monde. Il faut que tu aies des voix, des chiens de garde, de la démocratie, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. C'est le seul parti qui parle aux Canadiens comme si c'est des adultes. Le boss d'un député, c'est pas le chef, c'est ses citoyens qui l'envoient à Ottawa. La dernière fois qu'on avait un gouvernement élu à 50 % de la population, c'est pour remonter aux années 50. Fait que depuis ce temps-là, tous les gouvernements supposément majoritaires ont été élus par 30-40 % de la population. L'économie canadienne, elle doit servir les Canadiens. Parce qu'au Canada, en plus d'avoir une économie coloniale, on a une économie de monopole. Puis ça, mais c'est aussi le résultat de décisions par des gouvernements subséquents. Puis ça sert à du monde, ça. Fait qu'il faut se demander des fois pour qui ces gens-là travaillent. Avec tout ça, on voit que le Parti vert n'est pas contre l'exploitation des ressources naturelles. Où on veut des petites et moyennes entreprises qui sont plus fortes, qui font moins face à du red tape, des grosses entreprises, des gros joueurs, peut-être un petit peu plus de régulation sur le plan environnemental, sur le plan social. Notre politique est loin d'être parfaite, c'est pour ça que je suis en politique. J'aimerais ça améliorer quelques trucs. Vous voulez être au pouvoir ou vous voulez être la voix qui dénonce les choses au pouvoir? Jonathan Penneau, bienvenue à Primo reçoit dans nos nouveaux studios. Monsieur Penneau, 35 ans, vous êtes plus jeune que moi, en fait. Ah ouais? Ben oui, 39. Ça paraît quasiment pas. Ah, dis-moi pas ça. J'embarque dans mes 40 ans bientôt. 35 ans, vous êtes peut-être encore journaliste, militant des droits de la personne, des droits humains, co-chef du Parti vert depuis février 2025. Ouais. Pourquoi la politique? Ça a toujours été une partie intégrante de ma vie. Quand j'avais 15 ans, je donnais des conférences à mon école secondaire sur la Rive-Sud à Longueuil, polyvalente, là, sur le génocide. J'étais le petit nerd avec les lunettes là, qui allait dire au monde « Réveillez-vous, ce qui se passe dans le reste du monde, ça n'a pas de bon sens. » Puis à partir de ça, je suis allé faire des documentaires. En zone de conflit. J'avais 17 ans, j'étais dans le derrière d'un pick-up. On a traversé la frontière tchado-soudanaise en plein milieu de la nuit, illégalement, avec des rebelles, pour aller voir ce que le gouvernement soudanais est en train de faire aux populations civiles. Ils bombardaient, ils détruisaient les villages. Ça, c'est en quelle année? On revient dans... On remonte en 2008. OK. C'était quelques semaines avant que j'ai 18 ans. OK. Puis, après ça, j'ai continué à faire ça. J'étais allé en Somalie, au Yémen, faire un documentaire sur la géopolitique au Moyen-Orient. Fait qu'on avait la piraterie en Somalie à l'époque, puis une réponse croissante des Chinois, des Russes, des Indiens qui venaient challenger un peu les Américains dans une zone, un espace géopolitique que les Américains et les Britanniques avaient contrôlé pendant des décennies. Et là, il y avait des nouveaux acteurs. Puis vous me faites penser, dans ces années-là, les réseaux sociaux sont arrivés, émergents, et ont commencé à s'informer justement sur la géopolitique, mais par les réseaux sociaux, pas juste par les grands médias. Non, je me rappelle à cette époque-là. C'était l'époque de tous les espoirs envers les réseaux sociaux. Moi, j'étais en Égypte pendant la Révolution en 2011. J'étais en Libye par la suite. Puis je me rappellerai toujours, il y avait des pancartes, les manifestants, des pancartes disant « Rouvrez Facebook » parce que le gouvernement égyptien avait coupé l'accès à Internet, au téléphone. Puis malgré ça, les Égyptiens étaient parvenus à se mobiliser. Ils utilisaient les tours, les muezzins, là, les tours de l'appel à la prière pour appeler les gens à sortir dans la rue. C'était vraiment une époque fascinante. Puis là, ce qu'on voit, c'est tout le contraire. C'est-à-dire on a des réseaux sociaux de plus en plus qui nous isolent les uns les autres plutôt que de nous ramener les fameux silos. Les silos, les algorithmes qui sont assez problématiques, qui causent l'anxiété chez beaucoup de jeunes, chez beaucoup d'individus au Canada. Puis, évidemment, toute la question de l'ingérence. On a Trump, on a Musk, évidemment, qui contrôle maintenant un des plus importants réseaux sociaux avec les conséquences que ça peut amener. Surtout côté politique. On parle énormément de politique sur X dernièrement, là, depuis que
que Elon Musk a acheté ça. Ça aussi, je pense que les gens le savent, c'est très problématique aussi. Là. Ben oui, ouais, 100%. C'est que, là, on a, avec Elon Musk, avec Zuckerberg, il y a une concentration de pouvoir tellement immense dans les mains d'individus. C'est des gens qui, évidemment, ont démontré un potentiel d'innovation puis, qui est quand même intéressant. Puis, bon, on peut en être admiratif, là, mais il n'en demeure que d'avoir autant de pouvoir concentré dans les mains de si peu de gens qui font face à aucun contre-pouvoir, c'est pas très démocratique. Puis encore plus quand ces entreprises-là sont situées dans un pays comme les États-Unis, qui est très puissant, qui est déjà une puissance, c'est la plus grande puissance qu'on a jamais eue de l'histoire mondiale, qui est là un pays qui en plus veut annexer le Canada, bien, c'est sûr que là, ça pose des questions quant à l'indépendance de ces réseaux sociaux-là, puis des algorithmes aussi qui jouent dans ce que les Canadiens voient à la maison quand on scrolle sur notre Instagram. Ou voient pas, exactement. Donc, c'est une inquiétude qu'on a. Je pense qu'il y a d'autres partis qui la partagent aussi. Puis ça va être des discussions très, très importantes à avoir dans les mois et semaines, les mois et les années à venir par rapport à notre indépendance sur le plan digital aussi. Au Québec, surtout au Québec. Au Québec, on est fièrement francophone, on a besoin de protéger cet espace-là. Puis c'est sûr que quand les ados, quand on scrolle sur Instagram, ben, on est exposé à énormément de contenu qui est produit principalement en anglais souvent. Puis une fois que tu es dans le trou à lapin, là, le rabbit hole, comme on dit, ben c'est bien vite. Les fameux silos. Là. Les silos, c'est ça. Fait que va falloir, je pense que nos gouvernants s'y mettent, sauf que je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Zuckerberg qui s'était présenté au Congrès américain. On s'en souvient pas. On s'en souvient tous. Avant qu'il change de look. Oui, avant son changement de look. Ben, c'est ça. Nos politiciens, souvent, sont un petit peu déconnectés de la réalité de la jeunesse, d'une part, puis d'autre part, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, tout ça. C'est compliqué. Puis quand on envoie des gens, puis notre Parlement, ben, il reste quand même assez âgé d'une manière générale. Je pense qu'il y a un petit peu plus de renouvellement de la classe politique au Canada qu'il y en a aux États-Unis, mais il n'en demeure que faut que les gens qu'on envoie à Ottawa ou à Québec, d'ailleurs, soient connectés aux réalités du terrain. Puis des 100%. fois, c'est pas le cas. Ouais. En fait, c'était pas dans mes cartons, mais on va reparler de l'ingérence étrangère sur les médias sociaux juste après. Ouais. Je vais revenir à vos débuts là, en politique. Le Parti vert, ça a toujours été le Parti vert? Ou Non. Moi, j'ai grandi... J'étais un libéral, moi. J'ai fait des erreurs. J'étais nerd, mais j'ai fait des erreurs de jeunesse aussi. Il y en avait qui fumaient de la dope. Moi, j'étais chez les libéraux. J'étais chez les libéraux aussi. Quand j'avais 15 ans, justement, je me rappellerai toujours, j'écoutais, je pense que c'était Anne-Marie Dussault. Okay. Ça fait 15 ans, elle est encore là. Bon. Je pense qu'elle passait en entrevue un gars que j'écoutais parler. Il avait été en Irak, il avait été en Israël-Palestine. Puis moi, mon héros d'enfance, c'était Tintin. C'est pas très politiquement correct ces temps-ci, là, mais il n'en demeure que moi, j'ai grandi avec les aventures de Tintin. Puis vous n'êtes pas le seul, ça peut vous rassurer. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui peuvent s'identifier à Tintin avec la fameuse fumée, puis Milou. Bien, Milou, c'est clair. On n'oubliera pas Milou. Fait que Tintin, pour moi, c'était comme un exemple en grandissant. Puis quand je l'écoutais parler, j'étais comme, hey, wow, c'est comme un Tintin dans la vie de tous les jours. Puis je l'ai contacté, mais ça s'avère, moi, j'avais 15 ans. La politique, l'histoire politique canadienne, je la connaissais un peu, mais pas des tonnes. J'en connaissais plus sur l'histoire de l'Égypte antique que sur la politique canadienne des années 60. Puis surtout à l'époque, les réseaux sociaux, il n'y a pas juste du mal non plus. Maintenant, il y a énormément de gens qui s'intéressent à la politique à cause des réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas ça. Il y en avait moins. Il y en avait un peu moins. Fait que je l'ai contacté, mais ça donne que ce gars-là, c'était Alexandre Trudeau, qui est le frère de Justin, puis le fils de l'autre. Et puis Alexandre est devenu mon mentor en journalisme. On a travaillé ensemble sur 2 films. Donc le premier, parce que évidemment, ma mère ne m'aurait pas laissé partir avec des rebelles tout seul à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai fait ça. On est allé voir Radio-Canada. On les a convaincus de financer notre projet. Puis la même chose après ça sur les pirates somaliens. Mais pendant cette période-là, évidemment, j'ai connu Justin, Sophie, ces gens-là. Puis c'était le début, c'est la première campagne à la nomination de Justin dans Papineau. Ça, c'est avant ou après son combat de boxe? C'était avant, c'était bien avant, mais c'était après qu'il soit débarqué des escaliers chez Lagacé, je pense. OK, oui. N'en demeure que, c'est ça, j'étais intéressé par la politique, puis là, j'ai comme découvert, Trudeau, Lévesque, tout ça. Puis c'était la campagne de nomination. Fait que Justin, là, il essayait de devenir candidat dans Papineau.
Puis c'était pas ouvert. Hein. Je sais pas, il y a bien du monde qui s'en rappelle peut-être pas, mais c'était Stéphane Dion à l'époque qui était chef du Parti libéral. Puis il n'y avait pas donné facile à Justin. Là. Fait que Justin était allé chercher la nomination. Puis moi, ben, mon premier porte-à-porte à vie, je l'ai fait avec Justin Trudeau. Puis je me rappellerai toujours de deux choses. Moi, j'étais curieux dans la vie. J'ai posé plein de questions là, sur ses voyages avec son père en Chine, etc. Puis là, maintenant, je le sais parce que j'en fais du porte-à-porte aussi. Là. Puis moi, on dit que j'ai dû être gossant. J'arrêtais pas d'y poser des questions. Puis, tu sais, quand tu es à la porte, tu essaies de mettre l'emphase. Mais bon, il était un petit peu déjà des fois un petit peu arrogant. Puis, l'autre fois... Pour l'information à la maison, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, du porte-à-porte, c'est combien de portes par jour? Ah, c'est des... Mais t'en fais autant que tu peux. Hein. OK, fait que des centaines. Des centaines, des fois. Oui, hein? Souvent, évidemment, mais tu as des portes qui sont qui s'ouvrent pas, hein, pas maison. Oui. Puis des fois, ce qui me dommage, c'est que la période la plus efficace pour faire du porte-à-porte, c'est quand le monde mange. Ben oui. Puis évidemment, tu déranges un peu le monde. Je comprends. Heureusement, au Québec, puis c'est pas nécessairement le cas dans le reste du pays, mais au Québec, je trouve, puis à Montréal en particulier, les gens sont vraiment réceptifs, sont polis. Si tu les déranges, ils vont te le dire, mais ils ne seront pas agressifs. Oui, je comprends. En tout cas, avec moi. Avec Justin, c'était différent. Parce que déjà, avec Justin, à l'époque, pauvre Justin. C'était le fils de l'autre, évidemment. Puis dans Papineau, c'était quand même une bonne population assez francophone. Puis il y en avait du monde qui s'en rappelait de Pierre Trudeau. Puis des fois, la réaction aux portes n'était pas super agréable pour lui. Puis moi, j'observais ça. Puis c'était quand même intéressant pour moi d'apprendre là-dessus, tu sais. Mais c'est ça. Donc, en tout cas, moi, j'ai continué mon chemin après ça. J'ai continué à bosser à l'étranger en zone de conflit. Puis, je n'étais pas impliqué en politique pendant ce temps-là. J'ai bossé avec Amnesty International, avec Human Rights Watch. Donc, c'est politique en soi, c'est défendre les droits humains, mais j'étais plus en mode me rendre au Soudan du Sud pour documenter des viols, des abus systémiques, des destructions de villages, prendre cette information-là, puis l'amener après ça à Bruxelles, à Washington, à Paris, chez les diplomates pour leur dire, là, ça va faire, il faut que vous fassiez quelque chose. Ça suffit les belles paroles au Conseil de sécurité. Il faut qu'il y ait des embargos sur les armes, il faut qu'il y ait de la protection, les casques bleus, etc. Fait que ça, c'était ce que j'ai fait pendant 7-8 ans. Puis là, il y a eu la guerre en Ukraine. Je m'en rappellerai toujours. Là, il était 2 heures du matin. J'habitais en Norvège à ce moment-là. On m'a appelé, j'étais réveillé, là, mais mes collègues m'ont appelé pour me demander d'amener mon gilet pare-balles à Varsovie sur le premier vol à 7 heures du matin sur Varsovie pour rencontrer une collègue puis traverser après ça en Ukraine. Puis tu sais, quand tu arrives, veux pas, j'en ai fait des conflits, là, mais quand tu arrives dans un pays comme l'Ukraine, en plein mois de février, où il fait fret comme ici, au Canada, tu as des... Il fait fret là-bas, hein? Ah, il fait pas froid, il fait fret. Ah, il fait fret. Puis on s'était mal préparé. Ça m'a enragé envers mon organisation à l'époque parce que pendant des mois, mes collègues et moi, on leur a demandé de faire des plans de contingence. Parce qu'on voyait ce qui s'en venait. Les médias en parlaient depuis le mois de septembre, mais on s'est dit, si les Russes attaquent l'Ukraine, d'abord, par où on va rentrer, de quoi on a besoin, et qui y va, puis qu'est-ce qu'on essaie, sur quoi on met l'emphase. Parce que les conflits, c'est sûr avec l'Ukraine, on a un conflit qui est un peu nouveau, mais c'est aussi un conflit qui était très conventionnel. C'est ça que j'allais dire, ça fait des années et des années. Ça fait des années et des années, mais par conventionnel, je veux dire qu'on était dans une dynamique où on avait 2 grandes armées de terre. C'est un des premiers conflits récents là, où on a autant de tanks. Oui. Tu as eu l'Irak, l'invasion de l'Irak. Les effectifs terrestres sont gigantesques. C'est ça. Et là, dans cette perspective-là, si on se basait sur l'histoire, si on voyait, géographiquement, on sait que la Russie est à l'est de l'Ukraine, on sait que la manière d'y rentrer, c'est par l'ouest. Fait que là, c'est quoi les points de frontalier? De quoi qu'on a besoin? Puis nos collègues, nos grands boss à New York puis en Europe nous ont dit à 3 reprises, ça n'arrivera pas besoin de se préparer, c'est de la propagande, nanana. Bon. Finalement, ça s'est passé, puis on s'est ramassé, comme de raison, à essayer d'entrer. On était mal préparés. Puis moi, dans ma tête de gars qui n'a pas dormi, il est 3 heures du matin, je suis en Norvège, à Bergen, dans le nord de la Norvège, puis il commençait à faire chaud. Je me suis dit, je m'en vais en Ukraine, il est 3 heures du matin, je pense pas vraiment, je m'en vais en Ukraine, il doit faire plus chaud qu'ici. J'ai eu fret. Oui, j'imagine que tu as eu fret. Mais moins que les gens qui étaient déplacés. Puis de voir du monde déplacé qui arrive de Kharkiv, de Kiev, dans les stations de train, là, qui avait ça avait l'air d'une scène de film de la Seconde Guerre mondiale. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser au Canada, puis de penser au monde dans lequel on est présentement. Puis le Canada est mal préparé pour faire face
à tout type de crise, qu'elle soit climatique, géopolitique, sécuritaire, on est mal Là, on l'a préparé. vu. Là. On le voit en ce moment, puis il y a du monde à blâmer pour ça, puis il y a juste eu 2 partis au pouvoir jusqu'à présent. Alors, c'est pour ça que vous vous êtes lancé. Au Parti vert. Ben, c'est le seul parti. C'est un parti qui a eu des problèmes. Puis, on est un petit parti. Là. Je ne pense pas que c'est une surprise pour personne. Mais c'est pour ça que je suis content de vous recevoir parce que je trouve qu'on ne parle pas assez du Parti vert, qui est quand même un des principaux au Canada, malgré le fait que vous n'avez pas 35 % dans les sondages. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a tout le temps juste 2 partis au pouvoir. Bon, peut-être on a failli avoir le NPD un jour, mais là, c'est terminé. Pour l'instant. Exactement, pour l'instant. Ouais. Mais c'est pour ça que je voulais vous donner la parole là-dessus. Fait que le Parti vert, qu'est-ce qui vous a amené à aller au Parti vert? Qu'est-ce qui vous motive aussi à aller au Parti vert? Parce qu'après, on va parler d'économie. Mais parlez-moi un peu de votre motivation là, à aller dans un parti comme ça. Ben, c'est le seul parti qui, à mes yeux, en tout cas, parle aux Canadiens comme si c'est des adultes. C'est pas juste des slogans de 3 mots, c'est pas juste des belles promesses de soleil brisé. En fait, c'est un parti pour dénoncer les grands problèmes. Pour moi, c'est essentiel. Il faut que tu aies des voix, des chiens de garde, de la démocratie, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux dans toute démocratie. Aux États-Unis, on a un système à 2 partis, ça ne marche pas. Je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans, mais au Canada, pour moi, le rôle du Parti vert, pendant longtemps, ça a été justement d'être le chien de garde du monde. Puis quand on envoie des députés verts à Ottawa, que ce soit Elizabeth, Mike à Kitchener, avec un peu de chance, moi, à Outremont, t'envoies du monde, d'abord, qui ont le cœur à la bonne place, qui sont courageux, parce que ça en demande du courage d'être vert, des fois, au Canada, puis du monde qui vont pas suivre la ligne de parti toute tracée par le bureau du chef. Moi, je ne suis pas le boss de mes collègues députés. Là. On travaille ensemble. Mon rôle, c'est un rôle d'être porte-parole. Mais le boss d'un député, c'est pas le chef, c'est ses citoyens qui l'envoient à Ottawa. Ça, c'est tellement crucial. Puis là, ben, malheureusement, on est rentré un petit peu avec la game médiatique. Là, c'est des débats, c'est des duels, etc. On présente ça comme une espèce de, je sais pas, là, de truc américanisé. Je vais voter Carney, je vais voter Poilievre. Je me présente pour être premier ministre du Canada, comme dit Jagmeet. La réalité, c'est qu'il n'y a personne qui se présente pour être premier ministre du Canada. On est chef de parti. Il y a 343 élections simultanées qui se passent à travers le pays pour choisir un représentant. Puis c'est la masse de ces gens-là qui vont former le prochain gouvernement. Puis ça donne qu'on a des partis politiques au Canada qui, de plus en plus, sont centralisés, top-down. Nous, on essaie de travailler un peu différemment en ayant une vision puis une perspective qui est plus collective. Parce que le Canada est trop grand pour avoir ce genre de politique décisionnelle ultra centralisée dans le bureau du premier ministre, où tu as des ministres même là, qui n'ont aucune marge de manœuvre. S'ils lèvent la tête le moindrement, ils se font mettre à l'écart. On a vu ce qui s'est passé avec Joël Lightbound, que je connais, que j'admire beaucoup, qui est un gars qui a une intégrité. Je ne suis pas en accord avec toutes ses positions, mais c'est un gars qui a une intégrité, qui a une tête. Puis, tu sais, le moment où il s'est mis à parler plus publiquement pour représenter ses citoyens, bien, on l'a envoyé à côté d'Élisabeth, dans le fin fond de la Chambre des communes. Fait que c'est un peu dommage. Moi, je trouve que la politique au Canada doit reposer sur l'intelligence collective, non seulement des Canadiens, mais avec un peu de chance, des 343 personnes qui sont supposées être, tu sais, peut-être pas les meilleurs parmi nous, mais moi, j'aimerais ça qu'on puisse envoyer ce qu'on a de mieux à Ottawa pour prendre nos décisions, des décisions, puis s'assurer qu'on envoie du monde qui font le travail, qui vont lire les projets de loi, qui vont se faire une tête par eux-mêmes, pas recevoir une liste de décisions puis de comment tu vas voter à tel projet du bureau du chef. Pas comme ça que ça devrait fonctionner. Parce qu'on sait que c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi. Ah oui. Ouais. Alors, juste pour finir là-dessus, si on veut vulgariser pour les gens qui nous regardent et qui connaissent un petit peu moins votre parti, c'est vraiment, justement, comme vous dites, d'être le chien de garde un peu, puis de dénoncer tout ce qui se fait. Alors, si je comprends bien, puis je te demande la question directement, vous voulez être au pouvoir ou vous voulez être la voix, comment je pourrais dire ça, justement, qui dénonce les choses au pouvoir? Je ne sais pas si je m'exprime bien. Non, je comprends ta question. Tu sais, pour moi, là, j'ai vécu en Norvège pendant une couple d'années, 7 ans au total. Ils ont des gouvernements de coalition. Puis moi, la majorité du temps où j'ai passé en Norvège, c'est un gouvernement conservateur puis ils avaient inclus l'équivalent du parti de Bernier au gouvernement. Je ne suis pas en accord ni avec les conservateurs, ni avec le parti de Bernier. Coalition, là, mais c'est un gouvernement de coalition. Puis moi, l'avantage que je vois à ce type de gouvernement-là, c'est que ça force tout le monde à faire des compromis. Ça oblige tout le monde à réfléchir d'une manière qui est responsable.
C'est-à-dire, quand tu es au gouvernement, tu as un État à gérer. C'est pas juste des slogans, c'est pas juste de l'idéologie. Il y a des décisions très pragmatiques, concrètes, qui ont un impact sur la vie du monde. Ça a un impact sur la vie du monde. Fait que, pour moi, mieux vaut avoir une variété de gens autour de la table. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'une seule personne a la réponse à tout. C'est impossible. Justement, j'en parlais avec M. Poilievre. Ouais. Une personne ne peut pas diriger 41 millions de personnes, surtout pas dans autant de provinces et tout ça. C'est impossible. On a une belle diversité au Canada, puis elle devrait être représentée à Ottawa puis dans les lieux de pouvoir. C'est pas le cas présentement. Donc, moi, mon rêve là, pour le Canada, ce serait de voir des gouvernements de coalition, très clairement. Puis là, dans le contexte actuel... Ici, hein? C'est mal vu un peu. On le voit souvent. Oui, je trouve que c'est malheureux parce qu'un gouvernement de coalition, ben, justement, encore une fois, ça oblige à certains compromis. Ça permet aux électeurs de s'exprimer. C'est pour ça qu'on devrait avoir plus de proportionnel aussi. Là, on peut rentrer dans le mode de scrutin, dans comment on vote. Parce que là, franchement, les médias parlent d'une majorité libérale possible présentement, mais on sait très bien que ce n'est pas la majorité des Canadiens qui veulent un gouvernement majoritaire de 4 ans sous Mark Carney, comme ce n'est pas la majorité des Canadiens qui veulent un gouvernement majoritaire de Poilievre pendant 4 ans ou de Singh, ou, bon, nous, ça n'arrivera pas. Comme on voit, là, pour ceux qui commencent à s'intéresser à la politique, comme aux États-Unis en ce moment, que Trump et son équipe ont tout gagné en ce moment et on voit ce que ça fait. Là. On voit ce que ça fait. Exactement. Mais le problème, c'est qu'au Canada, aux États-Unis, il te faut quand même que tu ailles chercher ton 50 % de bon, tu as tous les grands électeurs, tout ça, mais au Canada, on a depuis... La dernière fois qu'on avait un gouvernement élu à 50 % de la population, là, c'était Mulroney en 1980, sa première élection. Puis si tu veux plus que 50 % il faut remonter aux années 50, puis c'était Diefenbaker. Fait que depuis ce temps-là, tous les gouvernements supposément majoritaires ils ont été élus par 30-40 % de la population. Puis ça, je pense que les gens le savent, ils le reconnaissent, ils le voient. Il y a bien du monde qui disent « Ah, moi, de toute façon, toute la même gang de... » Bon, je vais faire attention à mes mots, mais qui se ramassent à Ottawa, j'ai pas confiance. Puis ça, c'est un vrai problème parce que dans une situation de crise, puis on en a fait face avec la COVID, on va en faire face, on y fait face avec les Américains, les changements climatiques, même chose. On a besoin d'avoir des institutions qui conservent la confiance des citoyens. Puis quand tu regardes en Scandinavie, ben, les taux de confiance envers les institutions sont à 70-80 %, puis les taux de participation aux élections sont beaucoup plus élevés parce que chaque personne qui s'en va voter sait très bien que son vote va servir à quelque chose. Ça, on va en parler tantôt. Au Canada, le taux de vote n'est pas assez... non, c'est ridicule, puis c'est problématique. Mais je ne veux pas blâmer le citoyen pour ça. Parce qu'il dit ça va être la même chose de toute façon. Ben, c'est le cynisme qui est encouragé. Ça ne sert qu'à 2 partis en ce moment. Ça sert aux conservateurs, ça sert aux libéraux, puis that's it. Ça ne sert pas aux citoyens, ça ne sert très certainement pas l'intérêt de notre pays. Puis pour moi, ça appauvrit, ça affaiblit notre démocratie à un moment où on a besoin de plus de démocratie. Là. On voit ce qui se passe au sud de la frontière, c'est inquiétant, on ne veut pas aller là. Ouais. On parle du sud de la frontière. Monsieur Trump. On va parler un peu d'économie. Le Parti vert, bon, là, ce que je comprends bien, puis je pense que tout le monde va mieux le comprendre, vous êtes là justement pour lever le flag là, quand ça ne va pas bien. On le sait maintenant, l'économie, c'est énormément de transport. Je veux dire, avec la mondialisation, le bateau, les avions, tout ça. Comment vous voyez le Parti vert, justement, cette économie qu'on demande à être, justement, là, faire de la business avec tout le monde sur la planète? On le sait que le transport, c'est extrêmement polluant. C'est quoi votre vision du Parti vert pour, justement, du commerce comme ça international? Si le transport, on le sait, on va en parler tantôt, les ressources naturelles, les GNL Québec, tout ça. C'est quoi la vision du Parti vert pour l'économie, le transport économique? Pour moi, avant de rentrer dans le transport, la première chose, c'est que l'économie canadienne, elle doit servir les Canadiens. Puis là, jusqu'à présent, notre pays, là, pas faire une leçon d'histoire, mais on s'est construit comme une colonie française, après ça britannique. Notre système économique est demeuré, fondamentalement, c'est demeuré la même chose. Tu sais, les Français sont venus ici pour chercher des fourrures, les envoyer après ça en France, puis nous revendre ça sous la forme de beaux chapeaux qui avaient été travaillés en France par des artisans en France pour ajouter de la valeur. Puis après ça, c'était revendu ici plus cher. Maintenant, on fait ça avec les Américains. On fait exactement la même chose avec toutes nos ressources naturelles. La grande majorité, on exploite ça de notre territoire, on tire ça du territoire, on ship ça au sud de la frontière. Puis après ça, ça nous est revendu sous forme de bois de main-d'œuvre ou bien de steak. Le bœuf albertain, là, on l'envoie vivant
de l'Alberta aux États-Unis pour se faire abattre, se faire transformer, puis ça coûte moins cher là-bas. On rajoute de la valeur, puis on nous revend ça. Je pense que ça va être très intéressant ici. Là. Ça, c'est des bonnes statistiques, des bons faits que j'aime entendre. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est des choses que nous, on pense que c'est un bœuf canadien. Tout est fait au Canada. Oui. Ben, le bœuf, il a grandi ici, mais au final, la production, la transformation de plusieurs de nos aliments se fait au-dessus de la frontière. Mais c'est la même chose avec les mines, c'est la même chose avec le secteur forestier. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça continue comme ça. Puis il y a une raison pour ça, c'est des décisions économiques prises par les deux grands partis, encore une fois. Je ne vais pas retourner là-dessus. Mais depuis 40-50 ans, on ans. dépend des États-Unis économiquement à presque 80 là. Exactement. Nous, on a proposé depuis longtemps d'avoir une économie qui est plus proche et circulaire, d'une part, pour bénéficier les agriculteurs, les producteurs, les petites et moyennes entreprises aussi. Parce qu'au Canada, en plus d'avoir une économie coloniale, on a une économie de monopole. Mm-hmm. Hein, on n'a pas besoin de regarder plus loin que nos billes de téléphone ou à l'épicerie pour le savoir. Puis ça, mais c'est aussi le résultat de décisions ou d'indécision, de manque de décision par des gouvernements subséquents. Puis ça sert à du monde, ça. Fait qu'il faut se demander des fois pour qui ces gens-là travaillent. Nous, on veut des petites et moyennes entreprises qui sont plus fortes, qui font moins face à du red tape, puis des grosses entreprises, des gros joueurs, peut-être un petit peu plus de régulation sur le plan environnemental, sur le plan social. Moi, des Amazon au Québec ou au Canada, très franchement, je ne suis pas fan de ça. C'est des mauvais jobs, ils sont mal partis, payés. de toute façon, là, ils sont partis. Mais tu sais, c'est des jobs qui ne sont pas bien payés. On a au Canada là, un des taux d'imposition des grandes entreprises est plus bas en Amérique. Ben, le plus bas en Amérique. Ça, c'est quand on les fait payer. Parce que les entreprises étrangères, c'est très rare qu'ils payent ici. Là. Exactement. Puis au Canada, ben, les entreprises, collectivement, là, toutes les entreprises, ça inclut les petites et moyennes, mais la part du lion de ça, c'est les grosses entreprises. Elles sont assises sur des capitaux qui sont en excès de 14 000 milliards de dollars. Il n'y a rien de tout ça qui est taxé. Là, récemment, on a fait une demande au bureau du budget parlementaire à voir, c'était une question qu'on avait, si on avait une taxe sur les transactions financières. Là, monsieur, madame, tout le monde va se dire, mais j'en fais des transactions financières. Oui, mais beaucoup moins que les grosses entreprises, bien moins. Une taxe de 0,2 0,2 petite affaire, là. Combien qu'on pourrait aller chercher là, on au parle Canada? des taxer les Amazon de ce monde-là. C'est ça, en transactions Qui financières. ne sont pas les entreprises canadiennes. Pas toujours. Non, exact. Combien on irait chercher? 40 à 50 milliards de dollars en revenus additionnels. Ça, c'est de l'argent qui pourrait aller sur les routes, sur les maisons, sur nos infrastructures. Les infrastructures, réduire les impôts du monde qui en arrachent présentement. Nous, on a proposé de monter le montant qui est non imposable, qui est à 16 000 $. On propose de l'augmenter pour le monde qui gagne moins de 100 000 $ à 40 000 $. Beaucoup de chiffres, là, c'est une salade de chiffres. Non, mais j'allais vous en parler en plus après là, du revenu de base universel, mais on peut finir ça. Puis juste avant, on le voit là, dernièrement avec la guerre économique avec les États-Unis. Les deux grands partis qu'on parle depuis tantôt, et puis là, ils reparlent d'économie très... Non, mais c'est vrai, je vous entends. Ouais. C'est sûr que quand ça fait des années et des années que les deux partis qui sont au pouvoir dépendent tellement de l'économie américaine, puis on l'a vu dans toutes les entrevues qu'ils donnent, là, on veut ramener notre économie canadienne. Fait que je suis content que vous avez un point en commun, un petit point en commun un peu avec... Le seul qu'on n'a pas, c'est l'hypocrisie. Là, bon, mais... Peut-être. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que ça fait des années que les Canadiens, on crie qu'on veut garder notre argent ici. Ouais. Je pense que c'est là. Juste avant d'aller sur le revenu de base universel, le transport des biens. Bon, là, on va parler environnement un petit peu. Les pipelines. Exactement. Tu sais, en même temps, ce qu'on disait, c'est qu'on envoie nos ressources naturelles à l'étranger parce qu'on n'a pas de pipeline. On les fait transformer, Enfin, c'est quoi la solution? C'est quoi la vraie solution? Okay. La première chose, c'est que l'industrie canadienne du pétrole, entre guillemets, là, elle est possédée à 70 % par des investisseurs étrangers, la plupart d'entre eux aux États-Unis. Fait que quand le gouvernement canadien achète un pipeline, comme ils l'ont fait, les libéraux avec TMX dans l'Ouest, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une pièce d'infrastructure qui coûte des dizaines de milliards de dollars. Là. C'est près de 27 milliards. C'est des chiffres de fou. C'est des chiffres complètement absurdes pour faciliter le transport d'une matière qui est produite effectivement ici, mais qui bénéficie les poches de monde qui ne se trouvent pas ici. De là au fait de garder l'argent
au Ben, Canada? Les alors revenus? ça c'est une décision qui aurait pu et dû être faite par les Albertains. Il y a, comme le Québec le fait, de nationaliser l'hydroélectricité dans les années 60. Ça n'a pas été fait en Alberta. Donc, présentement, là, en termes de redevances sur sur les ressources naturelles qui sont percées, c'est 4 au Canada. C'est très, très bas. C'est si bas que ces entreprises-là ont des marges de profit extraordinaires, mais malgré ça, continuent à bénéficier de subventions directes et indirectes qui viennent de nos poches à nous. Et ça, on a un problème avec ça. Ça, je ne parle même pas de la question environnementale ici, là. Juste sur la question des finances publiques, la construction de TMX qui n'est pas finie, ça fait 5-6 ans maintenant qu'elle est en cours, c'est une pièce d'infrastructure qui coûte aux Canadiens, qui ne sera probablement pas rentable avant très, très longtemps. Puis par ce point-là, par le moment où ça va l'être, ben, on espère tous, puis je pense que même même les entreprises pétrolières, il n'y a pas si longtemps, le disaient, là, ils ont viré un petit peu parce que Trump, etc., mais la science, elle est claire. Il faut qu'on limite nos émissions de gaz à effet de serre. L'Europe n'en veut pas, l'Asie n'en veut pas. Puis quand on voit de l'exportation de gaz naturel ou de pétrole, ben, très souvent, puis on l'a vu dans le cas d'Australie, par exemple, qui a commencé à exporter son gaz naturel en Asie, tu as eu une montée des prix domestiques, là. Donc, tu as une montée de près de, là, je ne veux pas me tromper, mais de près de 400 du prix du gaz naturel en Australie. Heureusement, eux autres, ils n'ont pas des hivers qu'on a, là, mais il n'en demeure que quand tu commences à exporter un produit qui est consommé domestiquement, ben, les prix au niveau domestique. C'est sûr, il s'en va ailleurs. C'est ça. Même chose même sur la question de l'électricité. En Norvège, même chose. Hein, j'étais là pendant longtemps, mais en Norvège, ils ont commencé à exporter de l'électricité pour le reste de l'Europe face justement à ce qui se passe en Ukraine, puis les sanctions sur la Russie, etc., ben, le prix de l'électricité a explosé. C'est une logique qui est assez simple. Fait que quand on commence à exporter de l'énergie fossile du Canada vers l'étranger, ben, les prix augmentent. Au niveau domestique, ça enrichit du monde à l'étranger pour la plupart. Ça nous coûte de l'argent de nos impôts qui n'est pas investi en santé, en éducation, en maison, etc. Puis en plus de ça, ça pollue. Puis une émission de gaz à effet de serre, qu'elle soit faite au Japon ou en Afrique du Sud, c'est la même chose. Fait que ça va aussi faire brûler des Jasper puis faire évacuer des labels sur Quévillon. Puis ça, on n'en veut pas. Je comprends. Fait que pour moi, si on a un avenir là, sur le plan énergétique, puis on en a un, qui est extraordinaire, si jamais on pouvait finalement mettre l'argent là où l'argent doit aller, ben, ce serait dans la construction d'une ligne de transmission électrique Est-Ouest. Il n'y en a pas présentement. Le Québec exporte vers le sud bien plus qu'il exporte vers l'Est et l'Ouest. On a le savoir-faire pour le faire. On a au Canada là, du vent, de l'eau, des rivières à plus savoir quoi en faire. De la neige. De la neige. On a un potentiel en termes d'énergie renouvelable qui est phénoménal. Phénoménal. Ça, je vous l'accorde. Puis ça, il faut investir là-dedans plutôt que de construire des pipelines là, dont personne ne veut en plus. On parle de ressources naturelles. Ouais. La question qui tue un peu, là, je vous entends parler. Alors, est-ce que le Parti vert est pour ou contre la nationalisation, excusez, je suis dyslexique, des ressources naturelles? Parce que là, je vous entends. C'est provincial d'abord. Oui. Ça, c'est la première chose. C'est un enjeu qui est provincial. Mais ça ne change pas le fait que c'est par province. Pour moi, on a intérêt à prendre le contrôle de nos ressources et à s'assurer que les ressources bénéficient d'abord et avant tout aux Canadiens. Fait qu'au moins que ça reste au Canada. Sans les profits, oui, puis s'assurer d'avoir... Mais c'est difficile dans le monde globalisé qu'on a. N'importe qui peut acheter des actions d'une minière canadienne, etc. Mais c'est là où il vient la question des redevances, par exemple. Parce qu'on est à 4 présentement. Pourquoi on n'est pas à 10 15 Il y a plein d'autres pays dans le monde, la plupart d'ailleurs, qui ont des taux de redevances qui sont plus élevés qu'au Canada. Mais encore une fois, on est dans cette logique coloniale ici qui est malheureuse parce que de la potasse, de l'uranium, du minerai de fer, on les a, des minerais critiques, on les a, les ressources. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ça comme un levier? On a la stabilité politique et économique ici que les Américains sont en train d'abandonner. Pourquoi on n'utilise pas ça comme levier? On a le savoir-faire, une population qui est éduquée, des ingénieurs, des travailleurs, qui sont prêts à... c'est des jobs qui sont tough. Là. On a tout ça.
Pourquoi on n'utilise pas ça Job comme payante levier? aussi. Job très payante aussi. C'est des jobs très payants, absolument. Puis ces gens-là paient en impôts, absolument. Ah oui. Mais pour moi, les entreprises peuvent et devraient contribuer bien plus à ça parce qu'au final, les routes là, que ces entreprises-là utilisent, au final, bon, ils ont les chemins forestiers. Ma famille vient du Lac-Saint-Jean. Les chemins forestiers, on en a pris pour aller pêcher, chasser, tout ça, je connais ça. Mais une fois que c'est rendu sur le chemin, la route qui fait le tour du Lac-Saint-Jean puis qui descend après ça, mais ils utilisent des infrastructures qui sont payées par nous tous. On comprend. Fait que c'est important qu'ils contribuent, je pense, un peu plus au maintien de cette stabilité économique qui existe ici. Puis on a tous les leviers pour le faire. Fait que la vraie question qui tue, c'est il est où le courage politique? Ils ont-tu une colonne, ces gens-là? Comment ça se fait? Moi, je la pose à. J'ai hâte de la poser à M. Carney puis M. Poilievre. On a le monde, on a du monde là. On a du monde à la rue, on a des métros qui sont remplis de gens sans toit, on a des gens qui font face à des crises personnelles, d'isolation. Il y a une vraie souffrance sociale au Canada que moi, je ne reconnais pas. Après, j'ai passé 14 ans dans les zones de guerre, là, puis j'étais toujours content de revenir au Canada parce que chez moi, c'était la paix, la stabilité. Mais là, je ne le reconnais plus au Canada. Mais je pense qu'il y a bien du monde qui ne le reconnaissent pas. Il y a une raison pour ça. C'est le désinvestissement de ces gens-là dans notre économie sociale, dans le bien-être des Canadiens, parce qu'ils sont plus intéressés à aider les grosses entreprises qu'à travailler pour le vrai monde. Mais c'est vrai ce que vous dites parce que ça fait des années que j'entends moi, je quitterais le Canada. Je n'avais jamais entendu ça de ma vie. Puis je pense que une grande majorité de la population pense la même chose. C'est lourd, là, maintenant, à habiter au Canada, malgré le fait que c'est une très belle place. Là, je veux dire, avant de changer de sujet, je vais parler d'eau un petit peu. Bon. Là, on a vu M. Trump là, qui voulait tasser notre frontière. Il va en rester pour le Beach Club. T'inquiète. On en a en masse. Non, mais c'est quoi votre vision de l'eau au Canada? Parce que, regarde, petit résumé, M. Trump a dit que nos frontières n'étaient pas réelles, qu'il voulait avoir accès au Grand Lac, qu'il voulait ouvrir, justement, ce matin, là, dans la presse, un gros article là-dessus, le robinet du Nord. Là. C'est quoi votre vision pour l'eau en général? Là? On parle pas juste de... On parle de l'eau des Grands Lacs, de l'eau de source, tout ça. C'est quoi votre vision pour le Parti vert, du Parti vert là, pour l'eau? La première chose, c'est que l'eau, c'est un bien public, c'est une possession nationale. Ça doit être protégé comme tel. On est les gardiens d'énormément d'eau douce sur la planète. Je crois qu'on a le plus d'eau douce que le reste du monde. De beaucoup en plus. C'est un privilège. C'est un privilège, mais c'est un privilège qui nous sert à nous comme Canadiens, mais on a aussi une responsabilité envers le reste du monde. Tu sais, quand on parle de la forêt amazonienne qui est en train de brûler puis d'être détruite au Brésil, ça affecte les Canadiens aussi. De la même manière que si on a des problèmes avec l'eau potable, un des bassins d'eau potable les plus importants de la planète entière au Canada, ben, c'est un problème pour le reste du monde aussi. On a une responsabilité énorme. Avec la crise migratoire, en plus, on le voit, toutes les études disent que dans les prochaines années, les pays où il y a de l'eau, les gens vont aller là. Oui. Et ça, c'est l'avantage et le désavantage, possiblement, éventuellement aussi, de notre géographie. Mais il n'en demeure que le rôle fondamental qu'on a, c'est d'être des gardiens de l'eau. Et cette eau-là, elle doit être utilisée à bon escient, elle doit être utilisée d'une manière qui est responsable et ne doit certainement pas être privatisée d'aucune manière, à notre avis. On est foncièrement contre ça. Mais on doit aussi protéger nos cours d'eau. Le NPD, je sais, a proposé, avec Boulris, a proposé un projet de loi pour donner un statut juridique, notamment au fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est l'idée que s'il y a des gens qui polluent le fleuve, ben que des gens qui représentent le fleuve, évidemment, ce n'est pas le fleuve qui va se déplacer à la salle de course. Les changements climatiques vont s'en charger plus tard, mais on espère que ce ne sera jamais le cas d'ailleurs, mais des gens qui représentent le fleuve ou les intérêts du fleuve peuvent aller poursuivre ces entreprises-là pour que l'argent nécessaire à la restauration d'écosystèmes soit déboursé. Puis l'entretien de toute l'infrastructure qui est complètement désuète partout. Là. On parle souvent du Québec, mais c'est comme ça partout. C'est partout. Je suis content qu'on parle que vous voulez pas que l'eau soit privatisée, parce que même moi qui a des propriétaires de exactement, même moi, je trouve ça ridicule. Je le dis haut et fort que c'est ridicule que quelqu'un comme moi et mon entreprise ait pu acheter des permis. Puis je suis content que vous connaissiez votre sujet de l'eau, je suis content.
L'eau est déjà nationalisée, si on veut. Elle est Au déjà, Québec, ouais. exactement. Elle est déjà à tout le monde et à personne. Mais les permis sont privés. Alors, vous, votre vision, les permis, je parle pour Ouais. pomper l'eau, votre vision, c'est que ces permis-là devraient être, justement, au gouvernement. Ils doivent être mieux régularisés. Là. Ah ouais. Tu sais, au Québec puis au Canada, on a des lois, encore une fois, pour revenir sur le sujet des mines, là, on a des mines qui détruisent des lacs entiers. Ben oui, Ça n'a qui aucun contaminent, bon sens. puis oui. Pas juste contaminent, ils déversent Oui, directement dedans. directement Ouais, dans ouais, les lacs. Puis on donne des permis pour ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Fait que le gouvernement fédéral, puis c'est là où on a les enjeux de juridiction qui sont complexes sur le plan de l'environnement aussi, parce que dans certains cas, les poissons sont fédéraux, le cours d'eau est provincial. C'est comme si c'était complètement... c'était 1867, là, fait qu'on s'entend que la science a évolué depuis ce temps-là, mais on a des enjeux de juridiction. Moi, ça ne fait pas partie de la plateforme puis du programme du Parti vert présentement, mais pour moi, c'est clair que 1867, ce n'est pas 2025. On a des enjeux constitutionnels qu'on va devoir à un moment donné adresser tous ensemble. Refaire un peu le plan. Là. Ouais. Avec tout ça, on voit que le Parti vert n'est pas contre l'exploitation des ressources naturelles parce que... D'une manière responsable. Oui, exactement, d'une manière responsable. Je pense que maintenant, j'allais dire tous les partis, je ne le sais pas, mais j'allais dire puis le pétrole, non. Non, le pétrole, gaz, on va le laisser. Exactement, ça, c'est un autre truc qui, justement, vous en parliez tantôt, il y a énormément de monde qui ne veulent pas de notre pétrole de toute façon, puis on est tellement riche en ressources naturelles. Je comprends la province qui le détient presque au complet, qui veut l'exploiter. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ils pourraient faire du géothermal. T'sais, ils ont l'infrastructure, le savoir-faire, les puits déjà. D'ailleurs, des puits que les entreprises ont laissés aux Albertains. C'est les Albertains qui vont devoir payer la décontamination, tout ça, parce qu'on le connaît, le BA de ces entreprises-là. Entreprises à numéro, font de l'argent quand ils peuvent, puis à un moment donné, on prend des décisions pour tomber en faillite, on disparaît, puis on laisse derrière tout le bordel environnemental. Puis ça, les contribuables vont payer la facture. C'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Là, on s'apprête à hériter éventuellement dans les années à venir, les décennies à venir, du bordel des sables bitumineux. Là, ça va être catastrophique. C'est catastrophique. Tu prends Google Maps, tu regardes le nord de l'Alberta, c'est détruit, c'est gris, c'est lettre. Ça affecte les cours d'eau jusqu'à l'océan Arctique. Ça n'a aucun bon sens. Qui va ramasser la facture? Les contribuables. Ben oui. Alors, c'est ça, on disait avec une exploitation intelligente, une exploitation intelligente des ressources naturelles. Le fameux revenu de base universel. Là, je veux qu'on en parle. Oui, exactement. Premièrement, c'est quoi? Expliquez-nous. Et après ça, là, je m'allais dire comment on le finance, mais là, vous me dites que bien exploiter les ressources naturelles parce qu'on sait qu'on peut faire énormément d'argent. Parlez-moi un peu du revenu de base universel pour qu'on s'informe un peu là-dessus. Oui. Mais c'est intéressant. D'abord, c'est une politique que le parti défend depuis plusieurs années. Puis il y a plusieurs types de formules. C'est là où ça devient un peu compliqué, non seulement à décrire, mais à vendre politiquement aussi. Parce qu'au Québec et au Canada, évidemment, on a notre formule fédérale. Donc, il y a plusieurs programmes sociaux qui sont sous les provinces. Il y en a d'autres qui sont sous le fédéral, l'assurance-emploi, par exemple, tout ça. Mais l'idée générale du revenu de base garanti ou du revenu de base, c'est que chaque Canadien reçoive un peu comme j'ai envie de dire quasiment un peu comme des redevances. Là, hein? Quand on investit à la bourse, tu reçois tes redevances, quelques cents, ou si tu es membre de la Caisse des Jardins, tu as tes redevances. Mais l'idée, c'est de dire, OK, on contribue tous au Canada tel qu'il est. En travaillant ou en ne travaillant pas, on participe tous à cette grande aventure sociale dans laquelle on se trouve présentement. En bien, en mal, en très bien une journée, moins bien d'autres jours, ça dépend des circonstances. On a toutes des circonstances différentes. Des moments où on est capable de travailler, il y en a d'autres où on ne l'est pas. Des moments où on a hâte de créer une nouvelle famille, on attend un enfant, on ne peut peut-être pas travailler ou on vient de l'avoir et on ne peut pas travailler. Bref, les circonstances changent. L'idée du revenu de base garanti, c'est de s'assurer que personne tombe en dessous du seuil de la pauvreté. Donc, que peu importe si les... C'est quoi le montant là, que vous avez en tête? Le montant dépend des formules que tu regardes. Fait que là, le directeur parlementaire du budget, récemment, on a eu les chiffres en février. Puis c'est une formule qui est un petit peu en bas de nos ambitions ultimes, mais on s'entend que tout ça, ça demande énormément de négociations avec les provinces. C'est pour ça que je ne peux pas te donner un montant maintenant.
Mais le seuil de la pauvreté, c'est quoi au Canada, à peu près? Il est à peu près à 20 000, je crois. Fait que ça serait un revenu garanti d'environ 20 000. Leur formule était à 25 000 par ménage, si je ne m'abuse. Mais il y avait 2 types de formules pour calculer le ménage. À quoi ressemble le ménage. Mais ultimement, l'idée, c'est de dire... Ça coûte énormément d'argent. On parle d'un programme de près de 100 milliards de dollars. Ça, je parlais des revenus des ressources naturelles. Bien, il y a ça peut effectivement être financé en partie par ça, mais ça peut aussi être financé par... Puis l'idée derrière le revenu de base garanti, c'est de dire, OK, on va ôter tous les programmes qui sont basés sur la honte. Là. Fait que comme tu perds ta job, ou mettons, tu es sur le bien-être social, il faut que tu ailles remplir des formulaires, etc. Moi, j'ai grandi, ma mère... a eu des problèmes d'emploi. Elle a fait face à une dépression quand j'étais jeune. J'ai connu ça, le BS. Puis c'est dur sur une famille. Là. Puis sur la pauvreté, c'est dur sur l'orgueil. Fait que l'idée, c'est de dire, OK, on enlève tout ça. On enlève les fonctionnaires qui travaillent un peu à juger des fois. Qui a le droit, qui n'a pas le droit. Tu n'as pas le droit. OK, on enlève tout ça. Tout le monde, à chaque mois, c'est un petit peu comme l'idée de la PCU qu'on a eu pendant la COVID, mais à chaque mois, tout le monde reçoit un montant sur la base de s'ils ont des enfants ou pas. Peut-être aussi sur la base de où ils habitent, parce qu'on s'entend que... Les revenus, sûrement aussi. Quelqu'un qui fait 100 000 par année. Mais... Non, en fait, non, c'est là où ça devient intéressant. C'est que l'idée étant que, pour simplifier la chose, ce revenu-là, il est distribué à tout le monde, mais évidemment, les gens qui gagnent en haut d'un certain seuil se font taxer cet argent-là en retour. Hein? Donc, au final, tu payes de l'impôt sur... tu payes de l'impôt là-dessus, mais en dessous d'un certain seuil, tu n'en payes pas. Nous, c'est pour ça qu'on a proposé d'augmenter le montant de base de 16 000 à 40 000. Ça, c'est le montant non imposable au niveau fédéral. Parce qu'encore, présentement, tous ensemble, tous les Canadiens ont contribué 200 milliards de dollars de nos revenus au gouvernement fédéral en impôts. Les entreprises, elles contribuent 90 milliards. C'est moins de la moitié. Nous, on veut rebalancer ça un tout petit peu. Pas en train de dire qu'il faut que les entreprises en paient autant que les individus au complet, mais je pense que la balance, elle pourrait être un petit peu plus raisonnable. Puis ça, ça permet après ça de faire réduire l'impôt sur les revenus des particuliers. Puis dans le contexte d'un revenu de base garanti, ceux qui ont le moins d'argent, ou mettons que tu es un étudiant, tu sais, tu étudies, là, pour bien du monde, payer ton loyer, payer ta bouffe, étudier en plus, travailler en plus. Mettons que tu ne veux pas rester à l'école pendant 10 ans. Là, ça peut être compliqué à gérer. Là, l'idée, c'est de dire, avec ce revenu-là, tu vas pouvoir assumer une partie du coût de ton loyer, ta bouffe, etc. Tu pourras peut-être travailler un 5-10 heures de plus pour avoir plus de revenus, mais ça te permet de ne pas tomber en dessous. Avoir la base. Avoir la base. Je comprends. Vous voyez, j'ai dit à tout le monde que ça serait une discussion amicale. Moi qui est un entrepreneur, je vous challenge même pas là-dessus. Non, mais c'est vrai, je donne la plateforme pour justement faire découvrir les autres parties, puis j'adore ça. Bon, là, on est revenu de base garantie, tout ça, le Canada, on veut venir habiter au Canada. C'est quoi, demain matin, vous êtes premier ministre? C'est quoi l'image que vous voulez? En fait, même pas premier ministre, vous êtes un fier Canadien. C'est quoi l'image que vous voulez que les autres pays aient du Canada? Est-ce que vous voulez un pays rigide, un pays le fun? On est des cool guys. Non, mais c'est vrai. Ouais. Puis là, en plus de ça, qu'un revenu garanti de base, c'est quoi l'image que vous voulez que les autres aient de nous? Est-ce que, on le voit avec les Américains, eux, ils sont capables d'avoir une très bonne image et une très mauvaise image. Nous, on a tout le temps eu une bonne image. C'est quoi votre vision de ça? J'aimerais bien que le reste du monde nous voit comme un pays qui est courageux, qui est fier, qui a des raisons d'être fier, puis qui a une expérience à partager avec le reste du monde aussi. Puis ça, je le dis en toute sincérité, là, encore une fois, sur la base de ces 15 ans que j'ai passés dans une multitude de pays en proie à des conflits extrêmement violents, ce qu'on a réussi à accomplir au Canada entre anglo, franco, peuples autochtones, de la diversité de gens d'un peu partout à travers le monde qui sont venus nous aider à bâtir le Canada, puisque le Canada est aujourd'hui. Une fois, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de... Le Canada tel qu'il est n'existerait pas sans l'immigration qui vient de bien au-delà du Royaume-Uni et de la France. Cette expérience-là qu'on a, elle est unique. C'est un défi monumental à la face de l'histoire, puis à la face de l'idée, face à l'idée comme quoi les peuples ne peuvent pas s'entendre entre les uns et les autres, puis qu'on ne peut pas collaborer. La fédération est vraiment loin d'être parfaite. Notre politique est loin d'être parfaite. C'est pour ça que je suis en politique. J'aimerais ça améliorer quelques trucs. Mais
on a quelque chose duquel on peut être fier. Mais il faut qu'on en prenne soin. 100%. C'est ça qui m'inquiète. Il y a trop de monde qui prennent ça pour acquis. C'est loin de l'être. C'est vraiment loin de l'être. C'est loin de l'être. Ouais. Je voyage beaucoup dernièrement et l'image des autres pays change. Ouais. Pas tant de négativité, mais ici, questionnement. Ouais. Avant, tu avais un passeport canadien, tu étais. Là, maintenant, c'est puis. On parle de l'image, on a parlé d'immigration. Je veux vous entendre sur l'immigration parce que dernièrement, en fait, on sait que le Canada a été bâti avec une grande aide de l'immigration. Le Canada va évoluer avec l'immigration. Le but, par exemple, de quelqu'un qui veut venir vivre une meilleure vie ici, c'est de bien être capable de bien les recevoir. En ce moment, on a de la misère à s'occuper des gens qui habitent ici. C'est quoi votre vision, je m'en dire à long terme, mais c'est quoi votre vision de l'immigration pour le Canada? La première affaire, c'est que tu peux pas établir des cibles en parlant avec McKinsey et compagnie, puis la gang de monde qui sont dans des tours à Toronto, c'est pas ça. Les libéraux ont fait ça avec leur cible de 500 000 personnes. Pour moi, je ne l'ai pas la cible. Si tu me demandes un numéro, je ne l'ai pas. Je veux pas une cible, je veux votre vision de l'immigration. C'est quoi l'importance de l'immigration au Québec, au Canada? Elle est importante, c'est clair. Puis on va continuer à recevoir des gens. On va continuer à être exposé aussi à des gens qui fuient pour se rendre ici. Parce qu'ici, au Canada, on a, encore une fois, de la paix, de la sécurité, etc. On est une terre d'accueil. Là, avec ce qui se passe au sud de la frontière, là, c'est clair qu'on va avoir des gens qui vont essayer d'entrer au Canada de manière légale ou pas. Puis là, on peut se mettre la tête dans le sable en disant on va contrôler toutes les frontières puis il n'y a personne qui rentrera. C'est pas comme ça que la vraie vie marche. Il va y en avoir du monde qui vont arriver ici. Puis moi, je pense qu'on doit se poser une question assez rapidement par rapport. C'est une question fondamentalement morale. Elle va au-delà des impératifs pragmatiques. Puis je comprends que ça peut être malaisant pour bien du monde, mais aux États-Unis, présentement, on a des gens sur la base de leur apparence qui vont se faire ramasser par l'immigration, se font envoyer au Salvador dans des prisons. Il faut aller prendre sur Google, prenez 2 minutes là, pour aller chercher des prisons, photos. Là, on dirait un Costco. C'est un Costco / camp de concentration. C'est terrible, c'est des conditions abominables. Ce que je veux dire par Costco, c'est que c'est immense. Bâti tellement rapidement, ils mettent des cages. Tu ne veux pas te faire poursuivre par Costco. Là. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est un entrepôt, puis on dirait qu'ils sont en cage. C'est vraiment, c'est pas humain. Là. C'est inhumain. Puis pour moi, le Canada, il y a un truc qui... Moi, ce que j'ai peur là, dans la situation actuelle, c'est qu'on abaisse nos critères pour faire face à Trump. Qu'on se rabaisse à lui plutôt que de maintenir... Un des trucs qui est fondamental au Canada, puis c'est le fait qu'on est un peuple décent. Là. On est des gens accueillants. Ah ouais. Puis j'ai peur, puis quand j'entends du monde blanchir récemment là, qui se servent de ça pour diviser, pour aller chercher des votes ici puis là, je me dis, OK, mais en même temps, là, quand tu as des mères puis leurs gamins qui traversent le chemin Roxham, par exemple, là, pour venir chercher en plein milieu de l'hiver, au-delà de la statistique, il y a une histoire. Puis il y a une peur qui est réelle, qui n'est peut-être pas... qui est peut-être difficile à comprendre quand on est ici dans notre confort, mais il y a une peur qui est réelle. Puis moi, j'ai peur qu'on abandonne nos valeurs d'humanisme puis de bienveillance dans le contexte actuel. Mais il y a mais il y a un système à blâmer pour ça. Puis c'est ce système de 2 partis qui, constamment, ont désinvesti, encore une fois, dans le logement social, dans l'accueil aux immigrants, dans les transports en commun. J'ai envie de dire, ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir pourquoi les gens sont en beau maudit. Non, vous avez raison. Les gens sont en beau maudit, sauf que là, on passe le blâme sur les immigrants plutôt que de le passer sur les mêmes 2 partis qui ont pris toutes ces mauvaises décisions puis qui nous ramassent dans la situation dans laquelle on est. En fait, utiliser des termes politiquement corrects. C'est parfait. Ouais. On ne nommera pas Costco. Mais en fait, ce que je pense que la grande majorité des gens comprennent que ce n'est pas du tout à cause de l'immigration, c'est à cause de la gestion interne. Ouais. Et le problème, c'est que quand une famille arrive à la frontière et on n'est pas capable de les recevoir, c'était un mal pour un bien pour tout le monde. Mais je pense que... Exactement. Ouais. Bon, là, on parle du Canada, tout ça, on va parler un peu du Québec. Ah oui? La vision du Parti vert pour le Québec, c'est quoi? Notre fameuse langue française, notre merveilleuse langue française qu'il faut absolument protéger. Mais ça va au-delà du français aussi. Oui. Québec est sa propre nation. Québec est sa propre nation.
Nous, on reconnaît le droit à l'autodétermination. Moi, je suis un fédéraliste. Là. J'étais très, très fédéraliste quand j'étais jeune. Là, je suis très libéral. moins, très, très libéral. Je suis un peu moins. Pour moi, c'est pas une priorité. De la même manière que la monarchie, c'est pas une priorité, mais je m'en débarrasserais bien si on avait la chance de le faire. Mais je vais dire comme vous, c'est vraiment pas une priorité. Je pense pas que c'est une priorité dans le contexte présent. On a des gros chantiers à mettre en place, mais c'est important que le Québec est différent du reste du pays, c'est très clair. J'étais au Junos récemment, je reconnaissais quasiment personne. Là. Donc, je suis un politicien fédéral, mais on a quand même, il y a ces deux solitudes-là qui existent, qui sont réelles. Mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns des autres. Puis là, dans le contexte actuel, face à la menace Trump, moi, j'aimerais voir un gouvernement fédéral qui reconnaît l'importance, bien au-delà de l'importance culturelle, le fun, etc., des Français, là, que le bien vivre, là, comme Carney disait. Là, je sais plus. Bon, qu'est-ce qu'il disait? Je pense qu'il n'y a personne qui comprend ce qu'il dit. Ça va être méchant. Tes mots, pas les miens, mais... Oui, c'est ça. Ouais, au-delà du folklorisme d'avoir une population qui parle français, il y a un besoin stratégique, j'ai envie de dire, face à la menace américaine, d'avoir autant de gens qui parlent français dans le reste du pays. Je ne veux pas aller là, mais on a, dans les 10, 15, 20 prochaines années, on va faire face à des grandes menaces à notre souveraineté. Puis je pense que personne ici veut devenir américain. Non, vraiment pas. Et la réalité de notre territoire, c'est qu'il est immense. On pourra investir autant qu'on veut en défense. La défense d'un pays comme le Canada ne se fera pas en militarisant la frontière ou en gardant les Américains à l'extérieur du pays. Si les Américains se décidaient à envahir le Canada, ce que je ne souhaite pas, on travaille tous pour s'assurer que ce ne soit jamais le cas. Mais si ça devait arriver, la seule voie de sortie de cette crise-là, pour moi, c'est une voie de résistance. Puis quand tu veux résister, c'est toujours bien de pouvoir parler une autre langue que celle de tes oppresseurs. 100%. Puis le fait français, pour moi, nous distingue, mais nous offre un avantage sur ce plan-là aussi. Là, ça va paraître être de la science-fiction pour mettre du monde à la maison. Voyons donc, ça n'arrivera jamais, etc. Mais encore une fois, moi, je reviens à l'essence de mon implication en politique. Je suis là, je préfère de loin prévenir les désastres plutôt que de les réparer. Je ne suis pas câlinette. Là. On n'est pas là pour gérer des désastres. On est là pour les prévenir. Puis ça devrait être ça le rôle du gouvernement. Puis pour moi, le français là-dedans joue un rôle essentiel au maintien de la souveraineté canadienne. Puis j'aimerais ça que le fédéral, plutôt que de traiter ça comme quelque chose de folklorique, là, reconnaissent véritablement l'importance de construction nationale et de sécurité nationale que le français représente. Je suis content d'entendre ça. Bon, là, on parle encore des États-Unis, on parle de tout ça. Pour les 4 prochaines années, ça va être très compliqué avec M. Trump. 4 ou 8 ou 12. Puis même lui, je pense qu'il ne comprend pas ce qui est compliqué ou pas. Là. Est-ce que c'est sa fameuse technique de négociation, de mettre le chaos partout, de demander la Lune, puis finalement, il y a juste une montagne, mais la montagne, il l'a pareil. Fait qu'on va voir, là. Quel genre de relation que vous voulez avec la Maison-Blanche si demain matin, vous êtes premier ministre? Ouais, pour moi, la priorité, c'est moins de parler avec les Américains que de parler avec les Européens, les Asiatiques. Je veux dire, pour moi, c'est de positionner le Canada. C'est quand même eux qui nous défendent, c'est quand même eux qui sont à la frontière parce que, tu sais, on parlait de défendre notre territoire. Est-ce que c'est en investissant dans l'armée contre les États-Unis? Peut-être pas. Moi, je suis pour un pays qui est capable de se défendre. Ouais. Mais comment vous voyez votre relation avec la Maison-Blanche? Encore une fois, la relation entre un verre et Trump, elle serait pas facile, c'est clair. Je suis pas là pour... je pense pas. Puis pour moi, peu importe qui devient premier ministre du Canada là, le 28 avril, ça sera pas facile. Ce sera essentiel de se maintenir droit dans nos bottes puis de ne pas faire de compromis. La priorité pour un premier ministre canadien le 28 avril, c'est d'aller construire des opportunités de marché dans le reste du monde puis d'utiliser le chaos total au sud de la frontière pour positionner le Canada comme une alternative. Parce que je ne crois pas que demain matin, les Européens vont vouloir continuer à acheter des Tesla ou même des produits Apple ou des produits de haute technologie en sachant
que d'une part, ça enrichit cette espèce d'oligarchie qui attaque la démocratie, que d'autre part, ces outils-là peuvent servir pour récolter de l'information et espionner. Hein, les Tesla, là, c'est plein de belles caméras, ça s'envole, l'information s'envole dans des serveurs aux États-Unis. Je pense que tous les pays présentement font face à cette crise de confiance envers les États-Unis, envers les produits américains. Le Canada, c'est une opportunité d'affaires extraordinaire. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi le premier ministre du Canada devrait aller essayer de maintenir un statu quo bizarre avec un gars qui est complètement pété, plutôt que d'aller ouvrir des marchés puis s'assurer que le Canada puisse se tenir puis profiter de la crise. Tu sais, il y a une crise au sud de la frontière. Profitons-en, bâtissons ici les bases d'une industrie manufacturière de haute pointe, de technologie canadienne, démocratique, parce que les Européens, les Coréens, les Japonais, les Australiens, etc., ils vont vouloir des produits fiables. Et s'il y a un mot, tu me parlais tout à l'heure de comment on veut que le reste du monde nous voit, mais j'aimerais ça qu'ils nous voient comme fiables. Ouais. Juste avant le dernier petit carton, ingérence étrangère, on en parle depuis tantôt, malgré ce qu'on n'en parlait pas. On parle des Américains avec Tesla qui nous donnaient. Là, dernièrement, on voit le Parti libéral qui parle de faire affaire avec les Chinois qui sont réputés pour prendre les données de tout le monde. C'est quoi la solution? C'est l'Europe? Ben, la solution, d'abord pour les autos, je parle pour tout ça, parce que nous, on a... Ici, c'est ça un gros problème. On les produit pour les Américains, on les envoie là-bas, puis on les rajette ici. C'est quoi la solution? On parle d'auto, là, qui est un énorme marché pour tout le monde. C'est quoi la solution? Il faut que le gouvernement, pour moi, la solution, pas à long terme, je ne veux pas avoir du long terme là-dessus, mais il faut que le gouvernement investisse dans la production, la création d'entreprises canadiennes, d'automobiles, de téléphones, etc. L'État français a 50 % de part dans Renault. On peut très bien avoir une société de la couronne qui investit de manière significative pour transformer. On a ici non seulement le savoir-faire, on a les machines, il y a des transitions qui doivent être faites, mais on a un terreau fertile pour faire du véhicule électrique. On en fait déjà d'ailleurs, mais pour Ford, on pourrait très bien transformer ça, avoir une société de la couronne qui attire des investissements privés de d'autres partenaires pour acheter ces usines-là, transformer la production, puis avoir des véhicules électriques fièrement canadiens pour le marché domestique d'abord, mais après ça pour l'export. La même chose au niveau de la manufacture de maisons. On a 3,5 millions de maisons présentement à construire au Canada pour rétablir une forme d'abordabilité. On a des maisons à transformer aussi. Une des manières les plus rapides de le faire, puis ça tombe bien parce que la technologie est là, parce que les produits sont beaux, ben c'est du préfabriqué puis du modulaire. Tu pourrais très bien avoir une production industrielle de maisons un peu partout à travers le pays pour se servir de notre bois d'œuvre plutôt que, encore une fois, de l'exporter aux États-Unis. Ouais. Et une fois qu'on aura fini de combler nos besoins, ben, on peut les exporter, ces maisons-là. Les Japonais le font, on peut exporter ces modèles-là. Donc, il y a juste un grand manque de vision. On a des politiciens paresseux au Canada qui veulent retourner dans les mêmes... en norvégien, on dirait c'est dur une fois que tu es en ski de fond là, de sortir de ta track, là, mais eux, ils veulent rester dans la track. Moi, j'ai envie qu'on aille prendre un tour en forêt puis qu'on regarde, c'est beau ici, on peut faire des choses. Je pense pas qu'on est on n'est pas un peuple non visionnaire, vraiment pas. Au Québec, non. Non, vraiment pas. Au Canada, non plus. Non plus. Non, mais je veux dire, on est un grand peuple, sauf que, encore une fois, on s'est tellement dit qu'on allait dépendre de tout le monde, sauf nous autres, que c'est ça que ça donne. Ouais. Je veux qu'on finisse en parlant des jeunes. Petite statistique ici. 2021, 46,7 % de 18-24 ans sont allés voter. On le voit avec les réseaux sociaux. Les gens s'intéressent de plus en plus à la politique. Moi, je le vois sur mes réseaux sociaux. Là, c'est explosion de commentaires. Ouais. Puis je vous dirais que 95 % sont très civilisés. Il y en a, tout le temps, un petit pourcentage qui sont un petit peu agressifs. Pourquoi vous pensez, premièrement, que les jeunes sont tellement impliqués, c'est eux autres qui critiquent le plus, qui commentent le plus, mais qui ne vont pas voter? C'est parce qu'ils sont découragés? Ils ne croient pas en ça? Je pense qu'il y a une multitude de facteurs. Là. Il y en a un, c'est le temps. On n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Quand tu es pogné dans ta job, aux études, etc., des fois, c'est dur de dire « je vais prendre un petit peu de temps pour aller faire cet acte-là ». Je pense qu'il y a aussi du cynisme et du désengagement. Puis je le comprends très bien, encore une fois. Là,
C'est dur, là. Honnêtement, moi, tu sais, ma génération, moi, c'est la génération du printemps érable. Là. On est la même dans la génération. même génération. Non, t'es plus vieux que moi. Excuse. C'est chic, ça. Non, mais on a la génération du printemps érable. On avait les grandes manifestations, grandes mobilisations. J'ai l'impression que ça s'est comme perdu un peu, cette espèce de... Puis là, dans les générations qui nous suivent, ben il y a un peu, encore une fois, il y a cette espèce de cynisme, là. Puis les politiciens, tu sais, on a... quand c'est rendu que le grand visionnaire qui va sauver la mise de tous les Canadiens est un bonhomme de 60 ans qui a passé sa vie dans une banque, ben c'est sûr que c'est peut-être pas super inspirant pour les jeunes. Vous pensez que les politiciens ne parlent pas assez aux jeunes? Est-ce que. Puis moi, Ouais. je vais me donner comme exemple. J'ai 39 ans. T'es-tu jeune encore? Moi, je pense que oui, là, encore pour 6 mois. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle aux plus jeunes, comme je peux. Tu sais, j'ai 40 ans. Bon, je vais y aller tout de suite. 40 ans dans 6 mois. Ouais. Je parle aux plus vieux, je parle aux plus jeunes. Quand vous êtes beaucoup plus vieux, puis surtout maintenant, si vous n'avez pas de réseaux sociaux, Ouais, c'est dur. Ouais. c'est très dur parce que les gens s'informent par là ou se désinforment aussi. Ouais. Alors, ce que je comprends bien, c'est que vous trouvez que les politiciens ne parlent pas assez aux jeunes? Parce que c'est leur avenir là, qui est en jeu. Là. Mais je pense que les politiciens se contrefoutent des jeunes depuis longtemps. C'est-à-dire Parce qu'ils ne vont pas voter? C'est un petit bassin d'électeurs. Il est moindre que les gens qui sont déjà dans leur vie professionnelle active. Il y a une espèce d'arrogance aussi. Les jeunes, de toute façon, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, puis ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est faux. Les plus belles idées en politique viennent justement de la jeunesse. Tous les partis politiques vont le dire. Les idées dont on est les plus fiers maintenant, souvent, sont émergées dans les conseils jeunesse des partis politiques qui eux-mêmes ont de la misère actuellement parce que c'est dur de recruter et de garder des jeunes. Je pense que les jeunes aussi voient d'autres manières de faire de la politique. Il n'y a pas qu'en portant un veston puis en allant faire une campagne électorale qu'on peut s'impliquer. Mais c'est sûr qu'on va avoir, on a besoin, puis quand je dis nous, là, si je parle des jeunes, on a besoin pour nos intérêts à nous d'être à la table, de se présenter, pas nécessairement aux élections, là, mais d'être là, d'aller voter avec nos intérêts en tête, parce que là, c'est une formule qui est bien trop utilisée, là, mais si on ne le fait pas, il y en a d'autres qui vont le faire en notre place. 100%. Puis on peut voir comment ça marche jusqu'à présent. La grande majorité des politiques publiques bénéficient des gens qui sont un petit peu plus âgés que nous, envers lesquels on a une dette aussi. Là. Mais c'est certain qu'on ne construira pas l'avenir là-dessus. On va le construire sur les jeunes maintenant. L'avenir, si on en... Encore une fois, c'est maintenant que ça se décide. Là. On est en train de souffrir des décisions qui ont été prises dans les années 90. On est d'accord. Ça, là-dessus, on est d'accord. Il y a 30 ans. Fait que si on ne veut pas se ramasser dans cette situation-là en 2050, les décisions, il faut les prendre maintenant, pas en 2045. Je comprends. Ouais. Alors, mot de la fin pour nos auditeurs. Les gens doivent aller voter. Oui, c'est le plus important. C'est un devoir. Pour moi, c'est un... Sérieux, là... On est tous vraiment chanceux d'être ici, au Canada. Il y a plein de problèmes, là, mais on est vraiment chanceux d'être ici. Puis je ne veux pas minimiser les problèmes que les gens auxquels font face, là, mais on n'a pas de bombe qui nous tombe dessus présentement. Non, vraiment pas. On peut cogner sur du bois. Là. On n'a pas de bombe, on n'a pas... il y a des gens qui ont été déplacés par les changements climatiques, justement récemment, mais on n'a pas... On fait partie des plus privilégiés au monde. Puis il y a une raison pour ça, c'est parce que nos parents, nos grands-parents se sont battus pour que ça arrive. Puis moi, j'aimerais ça qu'on leur crache pas au visage puis qu'on en prenne soin de cet héritage-là. C'est crucial. Puis une des manières les plus simples de préserver cet héritage-là, c'est en allant voter puis en s'informant. C'est la base. La base. Alors oui, il faut sortir voter. C'est une élection qui est hyper importante. Vote par anticipation qui commence ce week-end. Ce week-end. Ouais. Fait que pour ceux qui ont justement moins le temps, que vous soyez jeune ou vieux, vote par anticipation. Sinon, le 28 avril, c'est super important d'aller voter. Jean-Antoine Penneau, merci. Olivier, beaucoup. Merci. Vous voyez, discussion civilisée. Ben oui. Raymond reçoit. Merci beaucoup.